Madame la Présidente, ma question s'adresse à Madame la Première ministre. 11 journées de mobilisation, des millions de Françaises et de Français dans la rue pour la première fois pour beaucoup d'entre eux. Une intersyndicale au grand complet, toujours aussi déterminée et historiquement soudée. 70% de Français opposés à votre réforme et quasiment autant d'entre eux favorables au blocage. Voici le bilan catastrophique de votre gouvernement depuis que vous avez fait le choix d'engager, quoi qu'il en coûte, une réforme des retraites aussi injuste et injustifiée sur le fond que brutale sur la forme. La gronde sociale est historique et face à cela, un pouvoir exécutif toujours aussi inflexible. Notre Constitution permet de sortir de l'impasse démocratique dans laquelle vous nous avez enfermés en ayant recours d'abord au 47.1, puis au 44.3, puis au 49.3. En quelques semaines, au contexte inflationniste et à la crise énergétique, vous avez fait entrer le pays dans une crise politique, sociale et démocratique dont les Françaises et les Français se seraient volontiers passés. Votre entêtement et l'accumulation de contre-vérités, notamment sur les 1 200 € et le nombre de bénéficiaires, sont délétères, dangereux et enfoncent chaque jour un peu plus le pays dans la crise dans laquelle vous l'avez installé. En lieu et place du mépris perpétuel affiché par le président de la République, nous avons collectivement besoin d'apaisement. Madame la Première ministre, vous l'avez vous-même reconnu récemment en appelant à respecter une période de convalescence. Force est de constater que vous avez vu juste. Cette réforme s'apparente à une pathologie, mais nous ne sommes pas encore en convalescence, car la bonne prescription, c'est le retrait. Avec cette reconnaissance, vous avez fait le premier pas. Il ne tient qu'à vous de faire le deuxième et de faire en sorte que cette erreur démocratique ne devienne pas un échec fracturant irrémédiablement notre pacte social. Madame la Première ministre, allons-nous enfin vers l'apaisement? Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Pic. Vous avez évoqué plusieurs sujets, Madame la députée, mais simplement permettez-moi de revenir sur 3 points. Premier point pour dire que le texte arrive à la fin d'un cheminement puisque vendredi, le Conseil constitutionnel aura à se prononcer, à rendre sa décision puisqu'il a été saisi notamment par Madame la Première ministre et par un certain nombre de parlementaires. Ce texte a fait l'objet de concertation, j'ai eu l'occasion de le dire maintes fois. Il a été concerté pendant 4 mois. Il a fait l'objet de 175 heures de débat dans cet hémicycle comme au Sénat. Il a été voté à 2 reprises par le Sénat, mais aussi validé par une commission mixte paritaire composée de représentants des 2 chambres. Avec la Première ministre et à son invitation, nous avons reçu la semaine dernière l'intersyndicale pour dire à la fois qu'il y a toujours un désaccord, bien évidemment, sur la question de l'âge, mais dire aussi qu'il y a d'autres sujets sur lesquels nous devrons travailler, que lorsqu'ils y seront prêts, la porte de Matignon comme celle du ministère du Travail sont évidemment des portes ouvertes pour continuer à avancer. Vous dites, Madame la députée, que cette réforme ne comporterait pas d'avancée. Vous évoquez la pension minimale. Songez simplement, rappelez-vous de quelques débats. Avec cette réforme, 1 800 000 sur les 17 millions de retraités actuels vont voir leur pension revalorisée. Ce sont 1 800 000 retraités qui vont être valorisés, dont la moitié auront une revalorisation mensuelle de 70 à 100 €. Vous considérez, mesdames et messieurs de la NUP, que 70 à 100 € par mois, c'est rien pour des retraités qui ont 900 €. Passez le périph' et regardez la réalité en face. Vous dites, Madame la députée, que cette réforme devrait être retirée. La vérité, Madame la députée, c'est que vous ne le ferez croire à personne. J'ai été sur vos bancs pendant longtemps. En 2010, comme vous, je me suis opposé à la réforme des retraites. Et en 2013, qu'avons-nous fait? Nous avons allongé la durée de cotisation. Non seulement nous ne sommes pas revenus, mais nous avons renforcé la réforme de 2010. Merci Madame la Présidente. Ma question, qui va détonner avec les 3 précédentes sur l'ANSES, s'adresse à Madame la Première ministre au vu du caractère interministériel de la question. Les dernières déclarations du gouvernement sur le S-métolachlore nous ont pour le moins paru confuses au moment où notre pays a besoin de se rassembler dans la clarté. Alors je vais essayer, à travers ma question, de vous donner l'occasion de faire la clarté en droit, comme dit le ministre de l'Agriculture à l'instant. D'abord, rappeler le caractère anachronique de la remise en cause de la décision de l'ANSES. Elle est l'objet, elle est simplement la réponse à une saisine des ministères de l'Agriculture, mais également de la Santé et de l'Environnement le 17 mai 2021. L'EFSA s'apprête, l'agence européenne, à rendre des conclusions équivalentes. Et puis, enfin, nous le savons, des alternatives existent. Sur le fond, il nous semble que c'est en fait une remise en cause
de l'article 13.13.1 de la loi promulguée en 2015 et qui donne à l'ANSES les pouvoirs de déterminer quand un produit est autorisé ou qui ne l'est pas. Toute reprise en main politique serait une fiction. Elle reviendrait de fait à donner le plein pouvoir à l'économie dans une vision paradoxale où les bénéfices seraient pour quelques-uns et les risques pour tous les autres. Nous aimerions, Madame la Première ministre, que vous puissiez nous rassurer sur ce point. Nous sommes prêts à vous engager sur tout le plan Éco-Phyto 2030. Il reprend en grande partie les préconisations qui avaient été enterrées en 2014 dans le rapport que j'avais rendu à votre prédécesseur. Mais répondez-nous sur une question très précise. Oui aux transitions, oui aux synchronisations Europe-France. Mais de grâce, ne touchez pas à l'article 13.13.1. Il est la garantie, le contrat de confiance entre notre pays et l'agriculture. Il est très clairement la garantie de la santé des sols, de la terre et de la santé des hommes. Les socialistes sont extrêmement attachés aux institutions républicaines et scientifiques. En matière de sécurité nucléaire comme en matière de sécurité sanitaire, garantissez-nous que vous ne remettrez pas en cause nos institutions, que vous renforcerez leur autorité au nom de l'intérêt général. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Potier. En vous entendant, je me disais que je pense que vous n'avez pas eu la même lecture de ce que j'ai dit que la vérité de ce que j'ai dit. Sur ce sujet en particulier du S-métolachlore, c'est là-dessus que vous réagissez. La seule chose que j'ai pu dire et exprimer, je continue à l'exprimer, c'est la nécessité, vous l'avez dit vous-même, de synchroniser nos décisions nationales avec les décisions européennes. Ça ne me paraît pas une injonction contradictoire avec la volonté que nous partageons de procéder à une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires en France. Mais si nous sommes, comme nous sommes dans le même marché commun, dans le même marché unique, si nous procédons à des décisions qui sont complètement désynchronisées des autres, il arrivera la chose qui est déjà arrivée sur d'autres produits, c'est que nous perdrons en compétitivité, nous perdrons en souveraineté et nos voisins européens se feront forts parce qu'ils sont aussi compétitifs que nous de nous fournir. C'est ça la question qui est devant nous. Et nous avons besoin de changer de méthode. Je répète que nous avons besoin de changer de méthode, c'est-à-dire de faire en sorte que tout le monde se sente impliqué dans la nécessité de la réduction des produits phytosanitaires, de la santé et de l'environnement, mais que parallèlement tout le monde se sente impliqué dans la question de la souveraineté alimentaire et de la capacité à ce que notre ferme France reste productive. Sinon, si on n'a pas ces deux pendants et ces deux éléments, ça ne marchera pas. Et donc, la volonté qui est la nôtre, elle n'est pas différente de cela. Il n'est pas question de remettre en cause quoi que ce soit. Il est question de remettre en cause une méthode. Tout le monde est comptable de la souveraineté comme tout le monde est comptable de l'environnement et de la santé de tout le monde. C'est ça la vérité. C'est ça sur lequel nous avons besoin de travailler. Et donc, la méthode qui a été définie avec Madame la Première ministre, c'est une méthode simple, c'est de regarder produit par produit, molécule par molécule, filière par filière, où sont les impasses, où sont les alternatives. On a besoin d'accélérer sur les alternatives, Monsieur Potier. Vous dites on a des solutions. Les mêmes qui ont dit qu'il y avait des solutions sur la betterave et on n'a pas les solutions. Les mêmes qui ont dit qu'on avait des solutions sur les cerises et on a perdu sur les cerises de la compétitivité. Et donc moi les solutions, je veux les voir. Permettez-moi de le dire. Et donc, on a besoin de les mettre sur la table pour pouvoir sortir avec plus de facilité. Et donc, l'idée n'est pas de sortir du dispositif légal, mais d'avancer pour la méthode et sur une méthode qui change. Merci. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Madame la Première ministre, à Strasbourg, dans la nuit du 21 au 22 mars, le planning familial 67 a subi une attaque d'un groupe d'extrême droite anti-choix venu taguer ses locaux de messages contre le droit à l'avortement. À Saint-Brévin, le 22 mars, le maire a été victime d'un incendie volontaire perpétré par l'extrême droite intégriste et identitaire qui s'oppose au déménagement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans sa ville. À Bordeaux, le 23 mars, des identitaires qui menacent de mort le maire depuis des mois ont mis feu à la porte de sa mairie. À Metz, le 5 avril, le chanteur Bilal Hassani a dû annuler un concert suite aux menaces d'un collectif d'extrême droite catholique. Des groupuscules identitaires comme les Remparts à Lyon ou l'Oriflamme à Rennes multiplient les intimidations et les attaques xénophobes et homophobes. Partout, on s'inquiète d'une résurgence des violences d'extrême droite. Le directeur de la DGSI déclarait récemment que ces violences constituent la principale menace à laquelle nous sommes confrontés. Sur les 10 dernières tentatives d'attentat, 7 venaient de l'extrême droite. Madame la Première ministre, le mandat que les Français vous ont donné au soir du second tour, c'était d'être un rempart contre l'extrême droite. Quand allez-vous enfin prendre la mesure de votre échec et lutter de manière implacable contre la montée de l'extrême droite dans notre pays? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État
en charge de la citoyenneté, Madame Backès, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Chantrel. Je veux vous assurer de la pleine mobilisation du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, notamment de nos services de renseignement, pour anticiper et détecter la formation de groupuscules, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, et qui sont à l'origine de troubles à l'ordre public. Le ministère de l'Intérieur fait preuve de la plus grande fermeté en la matière. Je vous rappelle également que nous avons dissous une association d'extrême droite, les Zouaves de Paris, qui agissait de manière extrêmement violente en perpétrant un certain nombre de délits à caractère raciste, antisémitiste, en guerre contre les homosexuels, etc. etc. Je rappelle également que les socialistes ont déposé un projet de résolution visant à traiter la question des violences d'extrême droite et que donc nous aurons l'occasion d'en débattre. Et pour rappel également, nous avons, avec la loi CRPR qui a été adoptée en août 2021, tous les outils pour lutter le plus efficacement possible contre tous ces séparatismes. Je vous remercie. Monsieur Chantrel. Madame la Première ministre, j'aurais espéré que sur un sujet aussi grave, pour lequel vous avez mandat de la part des Français, vous y répondriez directement. Non seulement votre gouvernement n'est pas un rempart contre l'extrême droite, mais les provocations de votre ministre de l'Intérieur, dignes d'un régime autoritaire, l'alimentent. Vous banalisez dangereusement le terme de terrorisme, attaché à une mémoire si douloureuse dans notre pays, pour qualifier des adversaires politiques. Vous menacez de priver de subventions une association comme la Ligue des droits de l'homme, garante du respect de nos libertés publiques. Vous n'êtes pas le rempart contre l'extrême droite, vous êtes sa passerelle vers le pouvoir. La semaine dernière, le conseil de surveillance du centre hospitalier du Forêt a acté la fermeture des urgences de Feurs dans mon département, la Loire. Les plus proches sont désormais à Montbrison, soit pour des milliers de personnes à plus de 30 minutes de route. Or, comme vous le savez très bien, ces 30 minutes sont un seuil critique au-delà duquel la perte de chance est réelle. À l'inquiétude des patients s'ajoutent les alertes des professionnels du soin. Les pompiers volontaires nous disent ainsi que la longueur des trajets pour rejoindre le nouveau centre d'urgence risque non seulement de rendre les employeurs réticents à laisser leurs salariés s'engager, mais de dissuader les volontaires eux-mêmes. Cette situation n'est pas isolée. Les risques de fermeture d'urgence ou de maternité se multiplient. À l'hôpital Sud-Gironde, de Langon-la-Réole, à l'hôpital de Carpentras, sur les centres hospitaliers de Guingamp et de Carhaix, ou l'hôpital de Ruffec en Charente. Dans tous ces hôpitaux, l'entrée en application de la loi Rist, qui encadre la rémunération des intérimaires, a agi comme un détonateur. Il est certes nécessaire, et nous disions ici sur nos bancs, de lutter contre le mercenariat de certains intérimaires qui grèvent les budgets hospitaliers. Mais en ne ciblant que les établissements publics et sans travail sur l'attractivité de l'hôpital, la mesure ne pouvait qu'avoir des effets pervers. Nous en voyons aujourd'hui les conséquences. Qu'allez-vous faire, Monsieur le ministre, pour y remédier? Pour faire une solution alternative proposée par la chef des urgences, Madame Massacrier, le docteur Massacrier, permettrait de maintenir une ligne de garde d'urgence jusqu'en juin. Solution que j'ai proposée à votre cabinet. Autoriserez-vous, Monsieur le ministre, cette réorganisation, cette organisation, afin de maintenir le service ouvert, le temps de trouver d'autres solutions? Concernant les intérimaires, allez-vous rétablir l'équité de traitement entre établissements publics et privés? Il est clair que le Ségur n'a pas suffi à redonner de l'attractivité aux carrières médicales hospitalières. Monsieur le ministre, allez-vous enfin proposer une réforme d'ampleur pour revaloriser les salaires et améliorer les conditions de travail de l'hôpital, ou attendrez-vous qu'il y ait encore 10, 50, 100 fermetures comme à Feurs? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Santé et de la Prévention, Monsieur Braun. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Tissot. Je vous remercie d'avoir rappelé ici le consensus qu'il y a autour de la mise en application de la loi Rist et de son article 33 sur le plafonnement de l'intérim médical. C'est bien sûr contre les dérives de l'intérim médical que nous luttons et absolument pas contre le principe même de cet intérim médical. Pourquoi nous luttons contre ces dérives? Parce qu'elles menacent justement notre service public hospitalier par un effet aspirateur de nos praticiens hospitaliers vers ces dérives de l'intérim qui, à très court terme, vont détruire encore plus de services et encore plus d'établissements. Bien entendu, cette lutte contre l'intérim, elle va de pair avec un travail que je mène avec les représentants des médecins hospitaliers sur l'amélioration des conditions de travail à l'hôpital et de ces médecins hospitaliers pour justement les faire revenir pour ceux qui sont partis et maintenir ceux qui sont toujours en place.
Comme je m'y suis engagé, nous avons travaillé des solutions territoire par territoire avec les professionnels de santé, avec les élus, avec les représentants également des patients et l'ARS pour que la continuité des soins soit assurée. Et je me réjouis qu'il y ait des propositions particulières sur Feurs, d'autant que Feurs, vous le savez très bien, est en grande difficulté structurelle depuis plusieurs mois, voire années, avec des fermetures itératives, ces fermetures étant la plupart du temps aussi liées à ces dérives de l'intérim médical. Je me réjouis quand même qu'une solution ait été trouvée avec Montbrison, qui est distant de 20 km. Les urgences vitales étaient déjà assurées par Montbrison depuis longtemps, elles continuent à l'être. Pour ce qui est des autres urgences, nous travaillons pour justement trouver une solution locale plus pérenne. En ce qui concerne l'ensemble des autres établissements, vous en avez signalé plusieurs. Les services d'urgence, il y a effectivement Langon qui est en difficulté pour laquelle nous travaillons. En ce qui concerne, vous parliez de Guingamp, c'est plus un problème qui est lié pour la maternité de Guingamp, pour laquelle là aussi c'est un problème structurel qui date malheureusement de plusieurs mois, voire années. Nous travaillons, nous surveillons au plus près l'ensemble de ces situations pour adapter territoire par territoire et l'amélioration des conditions de travail à l'hôpital fera l'objet de présentations suite au rapport que j'ai demandé avant la fin du mois de juin. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Madame la Première ministre, vous avez fait adopter la réforme des retraites en tordant l'esprit de notre Constitution. Pour une réforme à tout prix, vous avez utilisé un PLFSS rectificatif, l'article 47.1, puis l'article 44-3 pour éviter un 49.3 et finir malgré tout par un 49.3. Une méthode faisant fi de l'expression démocratique, faisant fi de ce qu'ont exprimé les électeurs dans les urnes pour éviter le pire, en espérant que notre président de la République saurait en tenir compte. Or, en retour, après 11 journées de très forte mobilisation dans une grande responsabilité intersyndicale, le président reste sourd. Comme lui, votre gouvernement prend une attitude arrogante. Votre autosatisfaction démontre combien vous êtes déconnecté des réalités de nos concitoyens. Vous méprisez l'intersyndicale unis contre cette réforme. Vous méprisez l'opposition parlementaire, celle du Sénat, en ayant utilisé tous les artifices pour brider le débat. Vous méprisez les millions de Françaises et de Français qui manifestent leur opposition depuis des mois dans la rue, et ce, malgré l'inflation qui grève déjà leur budget familial. Face à la colère qui s'exprime, vous restez insensible aux revendications légitimes. Ainsi, vous affaiblissez nos institutions, notre démocratie et notre modèle social. Cette réforme laissera des séquelles profondes dans notre pays. Ces dernières semaines, vous avez usé de tous les stratagèmes jusqu'au magazine People pour faire diversion et tenter de tourner la page de cette séquence. Mais les Français ne sont pas dupes, ils n'oublieront pas. Votre réforme est inutile et injuste, c'est une régression sociale. Madame la Première ministre, vous êtes dans l'impasse. Comment entendez-vous gouverner après avoir méprisé à ce point les corps intermédiaires? Comment entendez-vous apaiser les tensions et renouer le dialogue social? Je ne vois qu'une issue, la réforme des retraites. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué porte-parole du gouvernement, Monsieur Véran. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Annie Le Houerou. Il m'est déjà arrivé de me trouver en situation plus confortable pour répondre à une question d'un sénateur ou d'une sénatrice. Madame Le Houerou, nous avons siégé ensemble sur les mêmes bancs dans le groupe socialiste à l'Assemblée nationale en 2014 et il me déplairait de vous être désagréable. Et pourquoi est-ce qu'il me déplairait de vous être désagréable à vous en particulier, Madame la sénatrice? Parce que lorsqu'il a fallu réformer les retraites en 2014, j'étais là pour voter la réforme et vous étiez là pour voter la réforme. Je voudrais reprendre les mots sur lesquels vous vous êtes appuyé à l'époque. Dans l'hémicycle, il se trouve que nous étions intervenus l'un après l'autre au pupitre de l'Assemblée nationale. Vous aviez dit « Nous avons besoin d'une réforme responsable qui tient compte de la réalité que constitue l'allongement de l'espérance de vie. » Depuis 10 ans, Madame la sénatrice, l'espérance de vie s'est allongée. Et l'équilibre que vous souhaitiez comme une valeur de gauche à l'époque du système des retraites, il est en danger aujourd'hui. Et de la même manière qu'il y a 10 ans, vous avez allongé la durée de cotisation à 43 années, que nous l'avons voté ensemble. C'est à nous, en responsabilité aujourd'hui, de prendre les décisions qui conviennent pour faire en sorte que les générations futures puissent, elles aussi, disposer d'un système de retraite par répartition équilibrée. Alors on peut s'envoyer
tous les mots fleuris, on peut parler de toutes les arguties juridiques, légistiques. Madame la députée, Madame la sénatrice, vous ne faisiez pas partie des fraudeurs. Vous aviez voté avec moi et vous en portiez avec moi contre ceux qui bloquaient. Vous savez ce que c'est que bloquer le Parlement. Vous savez ce que c'est que vouloir bloquer l'Assemblée nationale et le Sénat. Et vous en portiez comme moi contre celles et ceux qui, parce qu'ils étaient en désaccord sur le fond, voulaient empêcher le débat au Parlement de se tenir. Donc, Madame la sénatrice, je suis sûr qu'au fond de vous, vous êtes capable de vous retrouver avec nous sur une ligne responsable et qui reconnaît que les conditions du débat nous ont conduit effectivement à recourir à la fin du chemin démocratique à un 49.3.